Bonjour à tous et bienvenue pour cette version 2021 du colloque de la Fondation Maladies Rares. Donc cette année, merci à tous d'être là. Merci à vous participants, merci aux conférenciers et puis merci aux sponsors qui nous ont permis de réaliser cet événement. Donc cet événement, eh bien, il est organisé avec le soutien des sponsors que vous voyez ici sur cet écran: Alnylam Pharmaceuticals, Pfizer, Boehringer Ingelheim, Sanofi Genzyme, CTRS, Bluebird Bio, Ipsen. Donc un grand merci à nos partenaires de l'industrie pharmaceutique. Et puis merci à notre sponsor, le Rare Disease and Orphan Drug Journal. C'est un nouveau journal qui vient de s'ouvrir et qui permet de publier dans le domaine des maladies rares et des médicaments orphelins, un nouveau journal international qui permet, au moins pendant les 2 ou 3 premières années, de publier gratuitement et en open access. Donc, vous êtes encouragés à soumettre vos publications dans ce nouveau journal dédié aux maladies rares. Je voudrais donc remercier les intervenants. Le programme est chargé. Il est composé de 3 sessions, une dédiée aux sciences humaines et sociales, l'autre dédiée à l'innovation thérapeutique, la troisième dédiée au diagnostic. Il y aura aussi des communications sponsorisées par nos sponsors. La remise du prix Alnylam Pharmaceuticals à 2 lauréats de ce prix, avec les présentations par ces lauréats de leurs travaux. Et puis, nous avons prévu deux pauses avec des sessions vous permettant d'aller consulter les posters, d'aller échanger avec les porteurs de posters. Il y a aussi des présentations courtes des posters par les porteurs dans 3 salles différentes, avec des horaires décalés permettant de suivre au moins 2 sessions posters. Et puis, il y a la possibilité de dialoguer avec nos sponsors sur les stands. Donc, si je pouvais avoir l'écran de notre... Voilà, donc voyez comment ça marche. Donc, si vous voulez suivre les conférences, eh bien, vous cliquez au milieu sur Auditorium. Et là, vous voyez le détail des conférences, mais il vous suffit de cliquer sur une des conférences pour suivre en continu la totalité de la conférence. Le bouton « Rejoindre » qui vous est indiqué ici vous indique qu'il suffit d'appuyer sur ce bouton-là pour rejoindre la conférence à tout moment et de suivre tout ce que vous voulez suivre. En haut, vous avez un bouton marqué « Accueil » qui vous permet de revenir aux 3 salles, 3 possibilités. Donc, si vous voulez aller voir les posters, eh bien, vous cliquez sur ici le bouton poster et vous allez avoir accès aux 3 salles de posters. Vous cliquez sur l'une des salles, celle de votre choix, et vous avez, en cliquant sur le poster, la présentation en PDF du poster. Vous voyez, c'est très simple. Et puis, nous avons prévu donc que ces 3 salles bénéficient de présentations orales qui seront de 4 à 5 minutes par participant. Vous voyez, vous avez rejoindre ici au niveau des échanges. Alors, de 12h à 13h, ça, c'est par exemple pour cette salle de poster consacrée aux sciences humaines et sociales. Et puis, pour les salles de poster diagnostic ou innovation thérapeutique, eh bien, vous avez d'autres horaires. Si vous choisissez la 3e salle, la salle, par exemple, développer le diagnostic, vous verrez qu'il y a d'autres horaires qu'on vous communiquera pour les présentations orales des porteurs de posters. Enfin, je n'oublie pas nos sponsors. Donc, le hall d'exposition, et vous voyez, vous pouvez, en cliquant sur un hall d'exposition, eh bien, vous pouvez réserver, d'abord avoir accès à des vidéos, une documentation spécialisée, des produits et services, et puis en haut, vous avez chat et rencontres, et vous pouvez, en appuyant là-dessus, prendre un rendez-vous avec une personne de nos sponsors. Alors, si vous revenez à la présentation générale avec les 3 fenêtres, eh bien, vous voyez que vous avez là-haut l'accueil, ensuite le bouton d'à côté, le hall d'exposition, l'auditorium,
les PDF de posters, le chat pour les stands et vous avez la liste des rendez-vous que vous pouvez prendre avec les stands. Donc ensuite, je reviens à la conférence générale. Et lors de la conférence générale, eh bien, vous êtes cette fois-ci sur une plateforme qui est une plateforme Zoom, où vous avez le choix entre deux boutons, un bouton Q&R en bas, questions-réponses, c'est-à-dire que si vous voulez poser des questions qui seront traitées à la fin des conférences, eh bien, vous les posez en appuyant sur le bouton Q&R. Et puis, vous avez un bouton lever la main qui indique à la personne qui est aux manettes, Yanis Agi, à la Fondation, que vous voulez parler et la parole vous sera donnée à la fin des interventions du symposium et vous pourrez échanger avec le conférencier en appuyant sur ce bouton lever la main. Donc je pense que c'est très clair. Je suis très très heureux que vous soyez tous là avec nous aujourd'hui. Et je suis aussi très, très heureux de passer la parole à notre cher président, Jean-Louis Mandel. Voilà. Vous m'entendez? Parfaitement. Voilà, bon, mais écoutez, je suis donc très heureux d'ouvrir ce colloque dont je perçois que l'organisation est vidéo extrêmement sophistiquée, avec effectivement, comme dans un congrès, l'auditorium, les posters et puis la possibilité de discuter avec des entreprises dans le domaine. Donc, c'est assez exceptionnel, bien qu'on puisse quand même regretter de ne pas avoir la possibilité d'interaction directe, mais nous espérons que ça sera pour l'an prochain. Mais je pense que d'avoir un mix vidéo qui permet à des gens éloignés de se connecter, ne serait-ce que pour une session, et ceux qui veulent vraiment participer à toute la journée et rencontrer des collègues, ça me paraît peut-être un bon mix. Voilà, donc très heureux d'avoir ce colloque et notamment qu'il s'ouvre par une session sur ce que, des exemples en tout cas, de ce que peuvent apporter les sciences humaines et sociales au domaine des maladies rares. Et ça va de la psycholinguistique à l'économie, aux aspects particuliers de recherche impliquant des personnes qui ont à la fois un déficit auditif et un déficit visuel. Donc des choses, je pense, très, très importantes parce qu'effectivement, si nous souhaitons tous qu'un jour la plupart de ces maladies rares puissent bénéficier d'un vrai traitement, et pour certaines d'entre elles où il y a déjà des anomalies fœtales, ça sera peut-être difficile de corriger, mais il n'en reste pas moins, on voit que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et pendant ce temps, il est important que la meilleure des prises en charge possibles soit disponible selon les handicaps, selon les douleurs, selon les différentes manifestations de ces maladies, tenant compte des aspects sociaux, tenant compte, c'est une idée comme ça, je pense que ça serait important en France d'avoir par exemple une étude sur le fonctionnement des MDPH. Donc souvent quand je discute avec des familles de patients, il y a des problématiques à ce sujet. Donc je pense que c'est très important d'avoir ces recherches et c'est une des spécificités, je dirais, de la Fondation Maladies Rares, d'avoir pu, depuis le début, développer ce champ de recherche pour lesquels il est très difficile en France de trouver des financements. Alors, malheureusement, les aléas des politiques de sponsors ont fait que nos moyens ont été diminués dans ce domaine, mais nous avons, et Daniel Sherman et le conseil scientifique veulent garder une politique très active
dans le soutien à ce domaine, en espérant que peut-être justement des moyens complémentaires vont pouvoir être dégagés. Ensuite, innover pour les thérapies de demain, c'est évidemment ce que tout le monde attend. Là aussi, on verra de la thérapie ARN interférent aux cellules souches, mais aussi au développement, je dirais, de ces biomarqueurs, de ces outcomes qui sont absolument nécessaires, notamment pour des maladies rares dont la progression est lente. Comment savoir si une thérapeutique est efficace ou pas? Eh bien, ça nécessite de mettre au point des moyens de mesure qui soient sensibles. Et puis, nous aurons et là, il faut remercier de nouveau un de nos sponsors, Al-Nilam, qui nous permet, en dehors de tenir cette conférence, d'avoir un prix qui permettra des recherches, notamment sur les aspects interférence ARN, et puis développer les diagnostics du futur, parce qu'effectivement, on a des outils technologiques formidables, mais la complexité est telle que nous avons encore, au fur et à mesure des développements technologiques, nous avons aussi de plus en plus de questions parce qu'on a plus de résultats et quelquefois des résultats qui sont difficiles à interpréter, ces fameux, par exemple, variants de signification inconnus, et que peut, par exemple, apporter l'intelligence artificielle aussi, ou des projets européens. Donc, je pense que nous aurons une journée très riche et je remercie, je ne sais pas combien de personnes, 108, je vois, qui sont à l'écoute, et je pense qu'il y en a encore qui rejoindront. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent et merci aux intervenants. Voilà. Merci, merci Jean-Louis. Donc, je vais passer la parole maintenant à notre ami, le professeur et député Philippe Berta, qui nous fait l'honneur de co-introduire avec Jean-Louis cette journée. Merci Daniel, merci Jean-Louis. L'honneur, c'est moi qui suis vraiment très honoré de cette invitation, parce que malheureusement, je suis un peu loin de la paillasse et je dis à quel point l'activité parlementaire est difficile pour faire avancer les choses, mais je suis assez content parce qu'on est quand même à un moment qui me paraît un moment important pour notre thématique commune, notre intérêt commun que sont les maladies rares. Bon, d'abord, je vais redire à quel point il faut continuer à travailler sur l'aspect communication autour des maladies rares. On a toujours cette difficulté. Je vais vous faire un aveu, je suis un peu sur le coup d'une déception, une de plus, dirait Jean-Louis, après les problématiques de diagnostic. J'ai organisé pas plus tard que vendredi dernier un Zoom avec un appel aux 577 députés sur les maladies rares, parce que je voulais un petit peu montrer avec la présidente de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée l'importance que doit constituer, et j'en dirai un mot, la prise de présidence de la Communauté européenne, de l'Union européenne en janvier prochain pour les maladies rares. Je vais vous faire un aveu, j'ai eu en tout et pour tout une dizaine ou une douzaine de députés qui ont répondu à ce message, et pourtant je l'avais accompagné de ce qu'on connaît bien, hein, de nos 3 millions de personnes concernées, de nos 30 millions européens. Et vous voyez que l'écoute reste compliquée. Comme je me disais à la sortie, j'aurais dû peut-être faire plutôt un zoom sur la réouverture des boîtes de nuit. J'aurais eu certainement beaucoup plus d'écoute par les temps qui courent. Donc, vous voyez, c'est compliqué. On a du boulot, en tout cas. Donc, moi, je vais décliner un petit peu parce que je sais que vous représentez vraiment le socle, la base d'un continuum, bien sûr, parce que tout commence par la recherche et rien ne se fait sans la recherche. Alors, c'est vrai que cette recherche en santé, et donc a fortiori sur les maladies rares, elle a très clairement besoin d'un autre niveau de moyens. Un petit progrès a été fait, il faut quand même le souligner, parce que je m'en voudrais de ne pas le dire à travers la loi de programmation pluriannuelle, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la santé a besoin de plus. Et donc, nous travaillons aussi dans ce combat-là, puisque malheureusement, eh bien, chaque malheur, peut-être, il faut essayer de trouver une opportunité. La phase Covid a démontré dans ce pays que nous n'investissions largement pas suffisamment sur les problématiques santé. Donc,
fais partie de ceux qui se battent au quotidien pour que ceci soit entendu et mieux compris. Après, et je ne m'en voudrais pas en parler parce que nous allons réattaquer en troisième lecture, ça fait maintenant plus de 2 ans que ça dure, la loi de bioéthique, donc je vais parler diagnostic dans ce continuum. Sur le diagnostic, nous avons obtenu une petite avancée, tellement mineure, mais une avancée quand même sur le diagnostic néonatal, très loin des enjeux, parce que faire de la recherche, c'est penser thérapie, mais pour faire cette thérapie, il faut le diagnostic, et puis en plus, il faut un diagnostic précoce pour que cette thérapie puisse le plus souvent s'appliquer. Donc voilà, là aussi, c'est un combat sur un diagnostic génomique d'une autre ampleur, d'un autre niveau dans notre pays. Je rêve, et je le dis partout où je passe, d'une plateforme publique ou une plateforme publique-privée, peu importe, mais une plateforme de séquençage au débit 100% dédiée aux maladies rares pour pouvoir produire les exomes et les génomes dont nous avons besoin. La thérapie, je n'en parlerai pas, qui je suis pour en parler, mais on voit bien aujourd'hui que cette thérapie explose. On voit bien que les essais cliniques, on parle de plusieurs milliers d'essais cliniques à travers le monde aujourd'hui sur, par exemple, le seul secteur des thérapies géniques. Donc, les rendez-vous se précisent, donc il va falloir être présent à ces rendez-vous. Il va falloir que notre pays, pour nos enfants, soit présent à ce rendez-vous. Dernier point, la bioproduction. Ben oui, une fois qu'on a des thérapies, il faut les produire, il faut les bioproduire. Bon, là, on voit aussi que la perte de souveraineté de ce pays commence à être mentionnée un peu partout. On a vu se générer dans ces derniers mois cette alliance France Bioproduction, donc on espère qu'elle puisse être à l'œuvre et être présente le jour où il faudra produire ces thérapies. Tout ça en concluant sur la chose suivante, c'est que je crois sincèrement que le monde des maladies rares aujourd'hui est vraiment le monde à l'avant-poste de toutes les problématiques de santé du futur, de santé de demain. C'est-à-dire que toutes les difficultés que nous rencontrons sur les maladies rares, on peut rapidement se dire que tout ce que nous défrichons ensemble, eh bien, c'est défrichir pour le cancer demain, c'est défrichir pour les maladies neurodégénératives. C'est-à-dire que toutes les questions qui se posent aujourd'hui autour du thème des maladies rares sont les questions qui commencent à se poser pour d'autres grandes pathologies. Donc, nous sommes dans cet avant-poste avec un problème crucial qui va être quand même, et on le sait tous, il ne faut pas se le cacher, qui est le problème du financement de ces thérapies. Comment allons-nous demain financer ces thérapies? Comment allons-nous vivre ce transfert des blockbusters chimiques du passé vers une thérapie, une médecine personnalisée? C'est l'enjeu du moment. C'est un enjeu français qu'il va falloir probablement monter à l'échelle européenne très rapidement. Donc ça va être l'enjeu un petit peu de ce que j'ai mentionné tout à l'heure, de cette prise de présidence de l'Europe. On a eu des discours intéressants du ministre de la Santé ces dernières semaines, où effectivement le thème des maladies rares serait, et on ne va pas lécher l'affaire, on met une bonne petite pression là autour, serait l'un des thèmes de prédilection, en tout cas privilégié par le président de la République pour cette présidence 2022. Autre enjeu, et je m'arrêterai là parce que je ne veux pas prendre plus de votre temps, c'est aussi le 9e Conseil stratégique des industries de santé qui aura lieu début juillet. Nous avons été un certain nombre, alors bien sûr, les syndicats d'industrie pharmaceutique, France Biotech, tous les acteurs, mais aussi les acteurs maladies rares, mais aussi l'AFM. Beaucoup d'entre nous sont montés au créneau pour que ce conseil stratégique, qui arrive à un moment où on ne peut pas avoir un conseil stratégique des industries de santé, je dirais, à l'eau tiède. Il va falloir, à mon avis, une vraie prise de conscience, moi j'appelle une mini-révolution du domaine de la santé, de l'industrie de santé et de l'industrie pharmaceutique. Et nous travaillons, et je ne suis pas le dernier à le faire, et c'est bien normal qu'il en soit ainsi en tant que président du groupe d'études de maladies rares, pour que les maladies rares soient vraiment le paradigme de tout ce qu'il faudra faire demain pour notre santé. Et j'espère que nous aurons été tous collectivement écoutés. Il y a encore quelques semaines, on va essayer de continuer cette pression amicale sur l'exécutif pour que vraiment le thème des maladies rares maintenant soit la vraie priorité nationale que nous souhaitons. Voilà, je ne dirai rien de plus. Je vous remercie encore de votre confiance. Et puis, bon, ben, on continue, bien sûr, et on ne lâche rien. Merci. Merci. Merci Jean-Louis, merci Philippe. Effectivement, je rejoins complètement Philippe sur le fait que les maladies rares sont vraiment à la frontière de toutes les problématiques de santé et aux frontières de la découverte. Je ne donnerai qu'un exemple.
les formulations qui ont été développées par Peter Cullis et Anne Lilam pour l'administration d'ARN interférents sont exactement celles qui ont été transposées pour l'administration des ARN messagers pour la vaccination Covid, Pfizer et Moderna. Donc ça illustre bien, et elles étaient prêtes parce qu'on avait travaillé pendant 20 ans dans le domaine des maladies rares pour mettre au point ces formulations de délivrance d'ARN. Et une fois qu'on les a eues, en un an, on a pu les utiliser pour l'ARN messager et la vaccination Covid. Donc ça illustre bien que les maladies rares sont à la frontière, à la pointe des très très gros enjeux de santé, y compris du plus grand nombre. Donc nous allons passer maintenant, il est exactement 9 heures, nous avons encore un peu, nous avons un peu de temps, puisque ça commence à 10 heures. Et d'ailleurs, vous nous portez chance, Jean-Louis et Philippe, puisque nous sommes maintenant à 120 participants. Donc, vous avez un pouvoir attracteur. Si vous voulez, peut-être on a quelques minutes, si Jean-Louis, tu veux échanger un peu sur ces points-là, parce que les sciences humaines et sociales, alors je voudrais quand même dire qu'au niveau de l'enjeu de sciences humaines et sociales, eh bien, il va bientôt y avoir des consortiums européens, puisque cette initiative de la Fondation a été reprise au niveau européen, au niveau de l'European Joint Programme Rare Disease, et la Fondation pilote un appel à projet, Joint Translational Call, JTC 2021, qui est dédié aux sciences humaines et sociales. Alors oui, on me fait passer un petit mot comme quoi il y a un commentaire, donc très bien. Alors, bonjour, une précision de Damien Sanlaville. Le plan France Médecine Génomique 2025 permet de proposer des WGS, Whole Genome Sequencing, pour les patients porteurs de maladies rares, avec 2 laboratoires, Sequoia et Oragen, et probablement plus à l'avenir. Donc, si vous voulez intervenir sur ce point-là. En tout cas... Oui, je pourrais peut-être, effectivement, ce que dit Damien Sanlaville est tout à fait juste, mais il faut souligner quand même que les complexités toujours françaises qu'on a mis notamment pour le recrutement des patients, enfin les décisions sur quels patients tester, etc., a quand même ralenti considérablement le développement de la production de ces plateformes. Et je crois qu'il faut qu'on se pose sérieusement en France la question du rapport efficacité lié à vouloir mettre des précautions qui sont en fait très largement inutiles. Nous l'avons vu d'ailleurs dans le début de la campagne vaccinale avec là aussi des excès de précautions qui font que finalement, sous le prétexte d'avoir les mains propres, comme disait Kant, nous n'avons pas de mains. Donc je crois qu'il est temps de permettre une plus grande réactivité et moins d'excès de précautions dont si on en parle avec la plupart des personnes concernées hors des cabinets ministériels, on s'aperçoit que ces précautions n'ont pas un grand sens. Nous avons 2 questions. Je peux peut-être compléter si c'est possible, hein, oui, parce que j'abonde dans ce que dit Jean-Louis. Moi, je suis un peu marginal dans mon raisonnement. Moi, je pense désespérément et pour le vivre depuis la fin des années 80, que ce n'est pas forcément le rôle des outils publics de créer des plateformes haut débit, parce qu'on est dans la limite de l'industrialisation. Je rêve, et cette crise Covid a montré ce point-là en particulier comme axe de faiblesse, à des meilleurs partenariats publics-privés pour générer les données, à bien sûr un accès plus facilité, pas à la énième réunion de concertation, je pense que je reprends après ce que je voulais dire un petit peu Jean-Louis, et puis par contre que l'État se renforce lui là où on l'attend, c'est-à-dire on l'attend sur l'analyse des données, sur la bioinformatique, on l'attend sur le conseil génétique, c'est là qu'on attend. Générer des données à tout prix dans un système public, ça a aussi une autre vertu, c'est qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement fini d'éradiquer dans ce pays, et on a pu le voir, on a pu en voir les résultats pendant la crise Covid. Je pense au kit PCR, je pense à plein de choses. On a éradiqué toutes les activités de support et de soutien, ce
qu'on appelle les fameux CRO de notre pays. Et aujourd'hui, nous savons tous, quand on traîne dans nos laboratoires, que lorsqu'on a besoin d'un produit, qu'on a besoin d'un service, eh bien, dans la quasi-totalité des cas, maintenant, on va le chercher à l'étranger. Donc, c'est vraiment une réflexion sur à quel moment on doit laisser ça au privé. On peut très bien, on a su le faire pour commander des oligos, on a su le faire pour plein de choses. On doit lui faire confiance, on doit monter effectivement tout le dispositif. Je ne suis pas dupe là-dessus, bien sûr, de protection de ces données, mais je pense qu'il faudrait que l'État soit plus, et donc le public soit plus dans un rôle final d'interopérabilité, de gestion de ces données, d'analyse de ces données et du retour sur toutes ces données auprès de nos collègues généticiens. Voilà ce que je voulais dire. Alors, nous avons trois autres questions auxquelles je vous demanderai de répondre rapidement, puisque nous avons 2 minutes encore sur cette session, enfin, bientôt 3 minutes. Nous avons une remarque de Didier Lacombe, une question. Savez-vous où en est la révision de la loi de bioéthique sur le dépistage néonatal génétique, projet DNN-SMA, avec l'AFM? Nous avons une question de Didier Vassement. Pourriez-vous nous dire où on en est de la révision du règlement maladies rares européen? Et nous avons un commentaire de M. Boulanger. Le faible investissement du gouvernement dans le financement des recherches sur les maladies rares n'est-il pas un biais du développement de nouvelles technologies telles que CRISPR-Cas9 et que nos dirigeants imaginent qu'une seule technologie va régler toutes les problématiques en même temps sans avoir à investir massivement? Voilà les questions. Donc, moi, oui. Je veux juste répondre sur la loi de bioéthique. La loi de bioéthique vient en 3e lecture, donc cette fois-ci, ce sera la dernière de retour du Sénat. Elle sera en 3e lecture en commission, première semaine de juin, et dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, 2e semaine. C'est une 3e lecture. C'est juste quelque chose qui va être relativement rapide. L'idée, c'est de remettre dans l'axe souhaité, en tout cas, ou souhaitable, ce qui a été modifié au Sénat. En ce qui me concerne, je sais très bien que par contre, dans cette 3e lecture, on ne pourra pas introduire grand-chose de nouveau. Ce n'est pas l'objet d'une 3e lecture. Bon, on a une petite avancée sur le diagnostic. Moi, je vais surtout avoir un travail de repermettre et de remettre le texte à l'endroit autour de l'utilisation des cellules souches embryonnaires en particulier, puisque le Sénat, si on laissait le texte en l'état, bien, nous interdirait toute utilisation de ces cellules souches et nous ferait repartir très en arrière et nous handicaperait pour l'avenir. Donc, ça sera juste une quinzaine, pour être précis, 15 heures de discussion autour de ce texte, mais qui aura juste pour objet, on ne peut pas y introduire de nouvelles choses. On va simplement être très attentif parce que je connais par exemple la demande de la Société française de génétique sur l'article 23. Par contre, là, maintenir effectivement l'évolution du métier de conseiller en génétique, cher à Jean-Louis aussi d'ailleurs, mais c'est tout ce qui se passera et donc elle sera adoptée finalement autour du 15 juin, après plus de 2 ans de débat. Alors, la révision du règlement maladies rares européen, pour l'instant, c'était une information. Sinon, il y a une remarque de Sylvie Audan. Très peu de projets SHS financés cette année car sponsors plus limités. Y a-t-il des perspectives d'élargissement l'année prochaine? C'est une introduction à la session sciences humaines et sociales. Effectivement, la CNSA ne nous soutient plus et nous avons écrit à la CNSA et nous sommes en examen auprès de la CNSA pour essayer de raccrocher les wagons et de redémarrer cette collaboration fructueuse. Pour l'instant, nous sommes bloqués. J'ai juste une remarque de... voyons, bonjour Monsieur Bertha, je suis prête à discuter avec vous de l'intérêt des plateformes de criblage académique pour la mise au point de tests miniaturisés, la découverte de cibles thérapeutiques et la preuve de concept que ces cibles sont bien drogables, la réalisation de cribles pilotes, la jonction entre les connaissances académiques et le transfert industriel. Toute cette activité relève bien de la recherche académique fondamentale à l'origine de transfert industriel. Madame Fauvarc du CEA, responsable du labo CEA équipe INSERM, plateforme de criblage. Donc nous enverrons le contact, Philippe, de Madame Fauvarc. Et enfin, Damien, qui rebondit quand même, hein, qui ne lâche pas le morceau,
et qui dit « Je suis étonné d'entendre que la plateforme génomique 2025 se résume à fournir des données. Sequoia et Euragen sont des laboratoires de diagnostic qui rendent des comptes rendus en respectant la norme ISO 15189. Par ailleurs, la même norme ne permet pas de sous-traiter une partie du parcours analytique. De plus, il serait bien que l'État permette aux personnes compétentes, des généticiens, DES de génétique en particulier, d'avoir les agréments. Il est également prévu un CAD. Pour finir, je suis bien d'accord avec le souhait de Jean-Louis sur une simplification des parcours. Alors, ce que je vous propose pour fidéliser, c'est que, de nous retrouver à la 3e session, la session diagnostic, cet après-midi, surtout vous, Philippe, qui avez beaucoup de temps, pour peut-être reprendre ce débat. Mais sinon, il y a une dernière remarque d'Axel Mercier. Merci pour ce colloque. Quel avenir voyez-vous pour la bioinformatique dans les recherches concernant les maladies rares? Eh bien, nous verrons peut-être en fin de journée. En tout cas, c'est un point qui sera abordé dans le colloque rare qui se déroulera à l'automne, en novembre 2021. Nous avons toute une session sur l'intelligence artificielle et maladies rares. Donc, je vous invite à suivre l'actualité de ce colloque que la Fondation organise en collaboration avec le LEM, l'Alliance Maladies Rares, et un comité scientifique dirigé par le professeur Alexis Brice.